brièvement, juste comme disait Selma, pour expliquer un petit peu dans quel cadre s'inscrit ce programme-là. Donc, en fait, suite à un partenariat et une subvention avec l'Agence française de développement, l'Université Euromed de Fès euh, a pu bénéficier d'une subvention pour la promotion de l'innovation dans le secteur de l'agriculture. On sait tous aujourd'hui que le secteur de l'agriculture euh, est un secteur crucial non seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique d'une manière générale. Euh, à date d'aujourd'hui, c'est toujours le secteur qui emploie le plus au Maroc. Et donc voilà, l'idée c'était de dire comment faire profiter ce secteur-là de l'innovation. Et qui dit innovation, là encore, on sait aujourd'hui que pour innover, on a besoin aussi d'associer le monde de la recherche académique au monde de l'entrepreneuriat et que le développement d'un pays ne peut pas se faire sans l'appui à l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'est né ce projet qui est un peu plus global que Tech for Farmers, le pôle régional de l'innovation euh, et de l'entrepreneuriat dans le secteur agri-tech. Avec l'université n'est pas seule parce que bien évidemment on peut pas agir seul. Tout le monde connaît le dicton seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc l'idée c'était vraiment d'agir en tant que catalyseur, mais créer aussi une occasion de travailler tous ensemble sur la promotion du secteur de l'agri-tech. Et donc, on est un ensemble de partenaires, on est une quinzaine aujourd'hui, où il y a une représentativité du secteur public, donc les acteurs institutionnels comme le ministère de l'Agriculture, comme le Centre régional de l'investissement de FES-MCNES. Je ne vais pas lister tous les acteurs, mais voilà, juste pour vous donner une idée qu'il y a donc l'acteur institutionnel public, il y a aussi le secteur privé. Donc, on a avec nous la FENACRI, on a les domaines agricoles, on a les domaines Znebar. Entre autres, on a aussi les fédérations. Donc, dans AgriTech, il y a Agri et Tech. Donc, il y a le monde de l'agriculture qui se joint au monde de la technologie. Et donc, dans ce sens-là, on a aussi la fédération, la l'APB, qui est la fédération des nouvelles technologies. On a l'agence de développement digital. C'était important aussi de les inclure. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de créer tout un écosystème et de rassembler tout le monde autour de cette thématique-là. Et donc, une des activités phares de ce pôle-là a été le lancement du programme Tech for Farmers. Donc, il y a eu une première cohorte, mais je pense que Selma reviendra sur ça. L'objectif était d'appuyer des porteurs de projets qui apportent des solutions agri-tech. Et qui adressent, je pense que dans le slide suivant, on va le voir, qui répondent un petit peu au Ouais, challenge de l'agriculture ouais, tout à fait. aujourd'hui, Ouais. de Non. l'ensemble du secteur, notamment l'adaptation au changement climatique. On le sait aujourd'hui, on est tous conscients et on le voit, c'est visible. Il n'y a qu'à voir le temps qu'il fait aujourd'hui pour comprendre toutes les répercussions que cela peut avoir. Comment aussi les solutions agri-tech peuvent améliorer les rendements, la productivité et la qualité des productions agricoles. Comment réduire la pénibilité du travail. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de filles et fils d'agriculteurs choisissent de ne pas aller forcément vers le métier de leurs parents, aussi à cause de ça. C'est un métier qui est toujours aussi difficile. Euh, Adresser aussi le point de la valorisation, la transformation des produits et des sous-produits agricoles. Et enfin, comment est-ce que la technologie peut appuyer la commercialisation et la traçabilité dans le secteur agricole? Donc, vous voyez, c'est assez large. On a souhaité laisser les problématiques assez larges. Comme ça vous permet, vous aussi, de ne pas rester sur une problématique donnée, de ne pas cibler dans votre réflexion un axe en particulier. Euh, Dans l'adaptation au changement climatique, je n'en ai pas parlé, on va peut-être y revenir plus tard, mais il y a bien évidemment tout l'axe d'optimisation des ressources. Et là encore, le stress hydrique est un sujet central aujourd'hui.
et qui peut être adressé via la technologie. Donc voilà, l'idée c'était vraiment comment contribuer humblement en tant que pôle à la réflexion, à l'appui des porteurs de projets qui, eux, apportent ces solutions agritech qui, en plus, sont adaptées aux particularités du Maroc et de notre continent, point qui est très important dans l'adoption de ces technologies-là par l'agriculteur. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous donner une idée sur le contexte, sur le cadre global, le pourquoi aussi de ce programme-là. Et je pense qu'on va tout de suite passer aux détails avec Selma. Merci Rada. J'en profite Merci à peut-être toi. pour me présenter rapidement. Donc, je suis Selma Khabbeh, je suis cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab. On est un accélérateur africain d'innovation basé à Casablanca et on a la chance d'être partenaire de l'exécution du programme Tech for Farmers en collaboration avec Bearing Point. Et donc, on a eu la chance de lancer la première cohorte du programme Tech for Farmers il y a quelques mois de ça, en avril ou en mars plutôt 2024. Donc suite à un appel à candidature qui a duré plusieurs semaines, on a reçu près de 110 candidatures de start-up agritech marocaines basées au Maroc, de partout dans le pays. Et après une étude détaillée de ces candidatures à travers plusieurs filtres qui ont impliqué des experts du secteur agricole, des experts de l'entrepreneuriat innovant, des représentants d'instituts de recherche, etc. On a pu filtrer pour arriver à 15 startups qui ont été retenues pour intégrer la première cohorte du programme Agritech qui a démarré à la fin du mois de mai 2024. Et donc, comme je disais, donc ces 15 projets ont été accompagnés pendant 6 mois. On a encore 6 mois où on va avoir la chance de continuer à collaborer avec eux. Et ils représentent plusieurs régions du Maroc et ils couvrent les 5 défis dont parlait Rada tout à l'heure. Donc, que ce soit en termes d'adaptation au changement climatique, nous avons des startups comme Arwa qui permettent d'optimiser l'usage de l'irrigation grâce à de l'analyse de données, et la capture et de l'analyse de données en temps réel. Sur l'amélioration des rendements, de la productivité, de la qualité, on a une startup comme DeepLeaf, par exemple, qui permet de détecter les maladies et les ravageurs de manière précoce pour limiter l'utilisation de pesticides et du coup les coûts des intrants au niveau des agriculteurs. Sur la réduction de la pénibilité, on a une start-up comme Agribot qui permet de mettre à disposition des agriculteurs des robots pour l'aide à la récolte. Dans la transformation de produits et sous-produits agricoles, on a la startup Jafif que vous découvrirez un peu plus tard. On a aussi la startup Lombrisol qui est dans le vermicompostage et qui permet d'exploiter les déchets agricoles pour en faire du vermicompost qui est vendu aux agriculteurs pour améliorer leur productivité. Et sur la commercialisation et la traçabilité, on a une startup comme TiraChain qui, grâce à la blockchain, ambitionne de vraiment assurer une traçabilité complète de la fourche à la fourchette. Donc c'est pour vous donner quelques exemples de ces startups-là. On aura la chance tout à l'heure d'échanger avec 3 startups qui sont GFIF, PCS Agri et Jodor. Et donc, on pourra rentrer plus en détail dans leurs activités. Et donc, la plupart des projets qu'on a retenus sont vraiment des projets qui sont en phase de prototypage.
Donc, un des critères, c'est que la startup ait au moins un prototype fonctionnel. Donc, on a à peu près un peu moins de la moitié de la cohorte qui est au stade du prototypage et l'autre moitié qui est un peu plus avancée avec des premiers pilotes déployés et certains en phase de croissance. Donc à aujourd'hui, les 15 participants à la première cohorte du programme ont pu participer à 2 bootcamps intensifs en présentiel dans les locaux de l'Université Euromède de Fès, au cours desquels les entrepreneurs ont pu bénéficier de formations aux outils clés de l'entrepreneuriat, ont pu rencontrer des experts sur différents sujets d'intérêt, mais aussi rencontrer des partenaires potentiels, qu'ils soient universitaires, des partenaires de recherche, des partenaires corpaux, pour le déploiement éventuel de pilotes. Et en complément de ces moments collectifs d'échange, on va dire, et de networking, les entrepreneurs ont également bénéficié jusqu'à présent d'environ 130 séances de coaching individuelles avec des experts en entrepreneuriat innovant qui ont en moyenne une vingtaine d'années d'expérience. On a pu réaliser une vingtaine de mises en relation stratégiques de ces entrepreneurs avec des partenaires, soit des partenaires corpaux pour pouvoir déployer leurs pilotes ou collecter de la donnée au niveau de leurs exploitations pour pouvoir améliorer leur prototype, arriver à MVP et potentiellement sécuriser des premiers contrats. Mais on a également pu initier des mises en relation stratégiques pour de la levée de financement ou de la mise à disposition d'expertise spécifiques. Jusqu'à présent, les startups de la cohorte en cours de programme ont levé à peu près 1,5 million de dirhams. Et on est à mi-parcours, donc on s'attend à ce que ce chiffre augmente de manière significative d'ici la fin de l'accompagnement de la première cohorte, qui aura lieu autour de mai 2025. Et jusqu'à présent, on a un niveau de satisfaction moyen autour de 4,7 sur 5. Alors, pour vous plonger un peu dans le, dans le mood La vidéo ne bouge pas malheureusement chez nous. Si je comprends bien, vous ne voyez pas mon écran, c'est ça? On a vu juste la première image, mais qui était bloquée en fait. D'accord, je vais repartager. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي محمد. تبارك الله عليك، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ Je pense que là, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est Euh, bon. ouais.
Voilà, donc on voulait partager avec vous ces quelques images pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance dans le cadre du programme Tech for Farmers et surtout il y a cette notion de connexion qui est une notion extrêmement importante et qui est particulièrement qui peut être un challenge, un défi pour les entrepreneurs du secteur d'être connecté aux bons partenaires, aux bons experts. Et des fois, des partenaires, c'est d'autres startups dans la cohorte, d'autres startups qui sont des startups de la communauté Impact Lab et qui peuvent apporter beaucoup, soit au point de vue technique ou au point de vue des partages d'apprentissage ou au point de vue d'ouverture de nouvelles opportunités. Dans le cadre du programme, on privilégie vraiment ces moments d'échange, que ce soit au niveau de la cohorte ou avec différents partenaires de notre écosystème. Euh, donc, je vais repartager la présentation. Donc, tout ça pour nous amener au lancement de l'appel à candidature pour la deuxième cohorte du programme. Donc, on va chercher à sélectionner une vingtaine de startups qui vont pouvoir faire partie de cette aventure Tech for Farmers et rejoindre cette communauté Tech for Farmers. Vous avez à travers ce QR code l'accès direct à la page qui donne tous les détails du programme et de l'appel à candidature. Donc, vous pouvez scanner le QR code tout de suite et on le remettra tout à l'heure. On a un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 8 décembre et on vous encourage vivement à postuler. Donc, Tech for Farmers est à la recherche d'innovateurs agritech qui répondent aux enjeux clés du secteur agricole marocain. On cherche des startups qui sont portées par des équipes ambitieuses et engagées. Je pense que c'est vraiment le critère le plus important qu'on va regarder. En termes d'éligibilité, vous devez avoir au minimum 18 ans, proposer une solution agritech qui cible le marché marocain ou qui est pertinente pour les besoins du marché marocain. Votre solution doit être alignée avec les thématiques du programme. On va les redérouler rapidement, mais on en a déjà parlé au début de la présentation. Et vous devez disposer d'un premier prototype qui n'a pas besoin d'être très avancé, mais il faut que on ne s'adresse pas à des entrepreneurs qui sont au stade de l'idée uniquement. On veut vraiment cibler des entrepreneurs qui sont allés plus loin, qui ont déjà commencé à tester des choses et qui ont une première solution, un premier prototype de solution à partir duquel on pourrait commencer à travailler. Donc, je rappelle les thématiques prioritaires qui ont été présentées par Rada il y a quelques minutes. Donc, la première, bien évidemment, je pense qu'on est tous conscients de ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Là, comme je disais tout à l'heure, on parle de solutions qui vont permettre de réduire l'utilisation de l'eau, réduire l'utilisation des intrants chimiques, améliorer la santé des sols, etc. Sur la deuxième thématique, qui est l'amélioration des rendements, de la productivité et de la qualité, on va aller voir tout ce qui va permettre aux agriculteurs de prendre des meilleures décisions, de diminuer leurs coûts, d'améliorer par exemple la conduite de leurs exploitations grâce à de l'analyse de données, de mieux planifier leurs récoltes, etc., etc. Pour la réduction de la pénibilité, c'est toutes les autres solutions qui vont permettre de rendre le travail de l'agriculteur plus facile, on va dire. Je parlais tout à l'heure de la solution de robots autonomes pour l'aide à la récolte, mais on peut aussi se dire que les solutions de détection de maladies qui sont faites par drone ou par robot également permettent d'éviter le passage en continu dans les fermes pour identifier les maladies qui se présentent.
Sur la transformation des produits et des sous-produits agricoles, on est vraiment en train de réfléchir à comment augmenter la captation de valeur au niveau de l'agriculteur et faire en sorte que un agriculteur puisse aller vers la transformation des produits et que le pays en général monte dans la création de valeur sur la chaîne de valeur agricole. Euh, et ensuite, sur le dernier point de la commercialisation et de la traçabilité, on est vraiment sur des sujets qui sont de plus en plus importants au niveau des consommateurs et donc au niveau des distributeurs, de pouvoir garantir de la visibilité sur l'origine des produits qui sont consommés et les différents intrants qui ont été utilisés au cours de la vie de ce produit. Do it safely. Donc, le programme consiste en un total de 200 heures d'accompagnement par projet, ce qui est vraiment un- un élément extrêmement important et qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est des heures d'accompagnement qui se répartissent entre, on va dire, de l'accompagnement entrepreneurial, soit à travers des formations collectives, des workshops ou de l'accompagnement individuel. Donc, comme vous avez vu dans la présentation de la première cohorte, on est vraiment sur un programme qui s'adapte aux besoins des entrepreneurs avec une grosse partie d'accompagnement entrepreneurial individuel où on va aller retravailler les éléments du business model de la startup pour s'assurer de la cohérence, de la solidité de la proposition de valeur, de la solidité du modèle de génération de revenus. On va également travailler le go-to-market, comment amener un produit à une solution qui peut être commercialisable et comment préparer sa commercialisation. On va également venir faire des mises en relation avec des partenaires potentiels pour tester ces solutions sur le terrain et pouvoir ajuster ces solutions en fonction des retours terrain concrets des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment toute la partie accompagnement entrepreneurial, avec évidemment l'identification d'opportunités de financement qu'on peut vous recommander. Et ensuite, on a tout un volet d'accompagnement qui est de l'accompagnement en expertise, qui peut être de l'expertise agricole, agronomique, mais aussi de l'expertise technique ou technologique. Et dans ce cadre-là, donc, on mobilise un ensemble de réseaux qui sont les réseaux des partenaires du programme pour pouvoir venir vous apporter des experts qui interviennent sur différentes thématiques. Ça peut être des experts IoT, ça peut être des experts d'intelligence artificielle, ça peut être des agronomes des experts sur l'irrigation, etc., etc. Donc, en fonction de chaque projet, en fonction de chaque équipe projet plutôt, on va identifier les besoins et on va aller piocher au sein des réseaux de nos différents partenaires les personnes les plus pertinentes pour répondre à ces besoins. Donc, pourquoi vraiment on vous encourage à postuler à ce programme Tech for Farmers? On a vraiment un programme qui a été réfléchi pour les besoins des startups agritech en phase d'incubation, avec des formations adaptées à cette démarche d'incubation et qui évoluent sur la durée de l'accompagnement pour accompagner, disons, la montée en puissance de vos projets. On a une grosse brique d'accompagnement personnalisé et ça, c'est quand même un élément important parce que les projets ne sont pas tous au même stade d'avancement sur les différents sujets. Et donc, c'est important de pouvoir adapter les thématiques traitées en fonction des projets, mais aussi, en fait, vous avez une sorte de consultant expérimenté qui est à votre disposition pour réfléchir avec vous à différents éléments de votre activité.
Il y a évidemment ces réseaux d'experts dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui sont extrêmement intéressants. Les opportunités de pilote, donc comme disait Rada tout à l'heure, on a plusieurs entreprises agricoles qui sont partenaires du programme et qui sont vraiment ouvertes au déploiement de pilotes pour des solutions innovantes au sein de leur ferme. Et on pourra en parler un peu plus tard avec les entrepreneurs qui vous présenteront leurs expériences. On a des laboratoires et des équipements qui sont mis à disposition pour accélérer le prototypage de vos solutions, que ce soit au niveau de l'université Euromed de Fès ou au niveau des partenaires comme l'INRA, l'ENA ou l'IAV. Et enfin, à travers le programme, vous avez la possibilité de postuler à un support financier qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams pour couvrir vos besoins en équipement et en expertise. Donc, on a lancé l'appel à candidature la semaine dernière. Cet appel à candidature sera ouvert jusqu'au 8 décembre 2024. On annoncera les 20 projets sélectionnés d'ici à la fin du mois de décembre pour démarrer le programme en janvier. Donc, le programme sera rythmé par ces 3 bootcamps en présentiel à l'Université Euromed de Fès. Les dates sont indicatives évidemment, mais elles seront fixées au moins un mois avant la tenue des bootcamps. L'accompagnement se clôturera en décembre 2025. Donc voilà, ces petits rappels à nouveau si vous n'avez pas eu le temps de scanner le QR code tout à l'heure. Euh, on a la chance d'avoir parmi nous 3 entrepreneurs qui font partie de la cohorte, la première cohorte Tech for Farmers. Donc, on a Fatema Al-Rou, fondatrice de GFIF, Amin Darj, fondateur de Jodor, et Tahar Hamdani, fondateur de PCS Agri. Vous êtes tous les 3 là? Oui, je suis. Bonjour. Si vous avez le moyen de mettre vos caméras, ça serait vraiment super. Ça Euh, marche même si on est en voiture. d'accord, pas de souci. Alors, السلام عليكم. salam Fatima. Ça va? Donc, مرحبا بكم tous les 3, on est ravis de vous avoir là. Euh, أهلا. et donc, on va commencer déjà par un petit tour de table de présentation pour que vous vous présentiez et surtout vous nous présentiez vos startups. Donc, Fatima, تفضل. الله يكرمك لاله سلمى. السلام عليكم. Bonjour à tous. Premièrement, je m'appelle Fatima Drou, fondatrice et CEO de la startup Jafif. Donc, Jafif, c'est une plateforme de transformation agricole et agroalimentaire en se basant sur l'utilisation des séchoirs solaires. Donc, on est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des séchoirs solaires digitalisés et en même temps dans la partie de la transformation des produits agricoles sous forme des ingrédients et en même temps des colorants dédiés aux agro-industriels. Donc, on travaille sur la partie des machines de séchage, sur la partie de valorisation des produits agricoles et en même temps sur la partie de la digitalisation du secteur. Voilà. Merci Bref. Fatima. Tahar? Bonjour à tous. Bonjour Selma. Donc, je m'appelle Taraf Mdani. Donc, initialement, en fait, je suis ingénieur agronome, lauréat de l'ENA de Meknes. Donc, je suis fondateur de la startup PCS Agri. Donc, chez PCS Agri, en fait, nous développons des solutions digitales à base d'intelligence artificielle, en l'occurrence, de la vision assistée par ordinateur, ou autrement dit, computer vision. Donc, nous développons en fait des solutions pour que la vie des agriculteurs soit plus facile et qu'ils soient plus outillés en fait des données, qu'ils puissent prendre leurs décisions moyennant de la data, mais pas que juste en fait du feeling, donc des sentiments. Donc voilà, donc dans ce programme-là, en fait, nous avons en fait poursuivi avec notre programme de pièges connectés. Et voilà, donc je pense qu'on aura le temps en fait d'entrer dans le détail. Ça marche. Merci Tahar. Amin? Amin, tu nous entends?
Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Excusez-moi, je ne peux pas mettre la caméra parce que je suis en voiture. Pas de souci. Mentor, je suis industriel de formation, cofondateur d'un startup Zodor. Et ce que Zodor fait, on conçoit, on fabrique et on opère des fermes hydroponiques. Une ferme hydroponique, c'est une ferme sous serre qui permet de faire pousser des plantes dans l'eau. Donc, ça fait 3 ans qu'on opère. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience. Super, merci à tous les trois d'être là. Alors, la première question que je vais vous poser tous les trois, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en tant qu'entrepreneur dans l'agritech en particulier? Fatima, tu veux démarrer? Je te vois avec un grand sourire. Il y a que moi qui regrette. Non, pas du tout. Alors, l'expérience a été vraiment commencé par dit mon enfance. Normalement, j'ai grandi entre deux villes, la Rachidia ou la ville de Fès. Donc, sont connus déjà par le domaine de la valorisation agricole. Et j'ai pu découvrir, observer les enjeux de domaine, notamment les enjeux vécus par le secteur agroalimentaire. Donc, j'ai en même temps l'expérience dans le domaine de la conception, surtout la conception mécanique, en même temps avec la partie de l'énergie. Voilà, donc j'ai mélangé la partie, l'expérience de séchage de mon enfance entre la région de Rachidia et la région de Fès et l'expérience professionnelle. Donc, en même temps, j'arrive à découvrir plutôt l'opportunité, les possibilités dans le secteur, et ben pour apporter des solutions appropriées malgré les défis. C'est ainsi que nous sommes entrés dans ce secteur et que notre expérience et aventure commençait. Voilà. Donc, C'est vraiment c'était, sur la base de ton expérience et des opportunités que voilà, tu as vues dans le secteur. Bah, c'est sûr, comme disait Rada tout à l'heure, c'est un secteur clé, c'est un secteur avec des enjeux sociaux et environnementaux énormes, à la fois au Maroc. exactement. Euh, Voilà. c'est vrai que ça peut attirer les ambitions des entrepreneurs. Tahar, est-ce que tu veux partager un peu le début de l'histoire avec nous? Ben oui, avec plaisir. En fait, premièrement, en fait, c'est une question difficile un peu parce que on ne sait plus en fait d'où on va commencer parce qu'il y a pas mal en fait d'idées qui s'entrechevauchent. Donc, Exactement. mais ce que je peux dire, c'est que moi, en fait, je travaillais déjà avec des multinationales. Donc, cela fait 10 ans après l'obtention de mes diplômes que je travaillais avec eux. Et à un certain moment, en fait, je me voyais que l'agriculture, comme tu viens de dire, Selma, c'est un des piliers en fait de l'agriculture, de l'économie marocaine, avec plus ou moins une moyenne, disons, de 18% de la contribution au PIB. Donc, autrement dit, j'ai vu que 18% de contribution du PIB n'utilise pas de technologie du tout. Donc ça, c'est la réalité amère au Maroc, en Afrique et je peux dire même au monde. Donc il y a peu d'utilisation de technologie, donc ce qui veut dire qu'il y a également peu d'optimisation. Donc on déploie les ressources comme on veut. Donc oui, certes, oui, je suis agronome, donc on a en fait nos façons de faire, mais ces façons de faire sont parfois en fait pas basées sur les données. Donc, il y a en fait un élément un peu patriotique parce que vu que je travaillais en fait avec ces multinationales, je voyais en fait comment les multinationales, euh, comment les multinationales en fait voient le Maroc et je me disais que pourquoi pas nous Marocains en fait créons également de la valeur ajoutée. Nous ne sommes pas uniquement un marché juste pour dans lequel on fait l'import des intrants et on réexporte en fait des fruits pleins d'eau et peu de matière grise. Donc pourquoi pas en fait ne pas essayer de bouleverser en fait les choses à un même petit micro-échelle, si je peux dire. Donc ça, c'était parmi les choses qui m'ont poussé à aller à l'entrepreneuriat. Certes, mon job en fait m'a facilité un peu les choses parce que en fait j'étais plus ou moins développeur de nouvelles solutions. Certes, c'était en fait dans les semences maraîchères, mais plus ou moins l'idée plus ou moins elle est la même. Donc je venais aux agriculteurs, aux stakeholders dans l'agriculture pour leur montrer un nouveau produit qu'ils n'ont jamais vu avant. Donc je travaillais plus ou moins dans l'innovation. Donc à ce moment-là en fait je me suis dit que je vais rester en fait sur le même chemin.
Donc voilà, donc et il y a une grande passion en fait de l'agriculture. Je pensais que je pouvais donner mieux et ne pas attendre en fait à ce que d'autres fassent la solution. Pourquoi ne pas être l'élément précurseur, instigateur pour créer des solutions pour notre pays? Donc voilà, ceci est un peu des idées qui s'est trop chevauchées dans ma tête. Voilà. Mais c'est intéressant parce que à la fois pour toi et pour Fatima, vous venez, enfin vous avez démarré votre aventure entrepreneuriale après quand même euh, enfin avec une expérience, une longue expérience dans le secteur au préalable. Et c'est vrai que ça consiste, bah, ça contribue à être un point fort dans vos projets entrepreneuriaux. C'est cette maîtrise et cette connaissance du secteur qui vient de votre expérience préalable et qui alimente en fait les solutions que vous proposez. Amine, de ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'agritech et oui, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur dans le secteur? Euh, alors pour moi, c'était assez particulier. J'avais aucune volonté d'être entrepreneuriat. Ça m'est un petit peu tombé dessus. Mon ancien cofondateur m'a proposé l'idée. Je lui ai dit pourquoi pas, soyons fous. Finalement, le projet m'a pris au cœur et je l'ai développé. J'y connaissais strictement rien à l'agriculture et pas grand-chose de plantes, à part celles qui meurent tout doucement dans mon Dans le appartement. coin de la maison. Tout à fait. Mais heureusement, j'ai trouvé une cofondatrice qui s'y connaît bien mieux et qui a pu porter le volet technique du projet. Mis à part ça, ce qui vraiment me motive au quotidien, je pense que la première raison, c'est l'impact. J'ai souvent été en contact avec des petits agriculteurs qui souffrent énormément. S'ils ne font pas, au mieux, ils font 5% de marge, au pire, ils perdent la récolte à cause de la sécheresse. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir une technologie, de la démocratiser et l'offrir, enfin, la démocratiser tant sur le point de vue financier que sur le point de vue technique pour l'adoption de masse, soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Ça, c'est vraiment la vision profonde. La deuxième vient aussi d'un ras-le-bol d'être consommateur de technologie au Maroc. On est constamment en train de réfléchir, OK, où est-ce qu'on importe pays A, pays B, mais on se dit jamais pourquoi est-ce qu'on la construirait nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas la technologie marocaine. Donc voilà, c'est un petit peu la combinaison des deux, la volonté d'impact et la volonté de réindustrialiser le pays, d'être autonome. Et pour une fois, commencer à construire nos bases plutôt que construire celles des autres. Et Voilà. ouais, et ce qui est intéressant, c'est que on entend ce discours auprès même des gros acteurs maintenant du secteur qui veulent consommer des solutions locales qui sont plus adaptées finalement à leurs besoins, avec des gens qui sont présents à leur côté et qui seront là pour faire évoluer les solutions au fur et à mesure des besoins. Et ça, c'est extrêmement positif dans le secteur. Absolument. Du coup, Amine, parce qu'on va pas commencer par Fatima tout le temps, la pauvre. Amine, on va démarrer par toi pour la prochaine question. Euh, En fait, est-ce que l'agritech, c'est vraiment un secteur avec des challenges spécifiques? Et pour toi, quels sont les principaux challenges auxquels tu fais face en tant qu'entrepreneur agritech au Maroc? Euh, alors, je dirais que oui, il y a quand même certaines spécificités comme a mentionné mon collègue Tahar. C'est déjà la technologie et l'agriculture, on a l'impression que ça fait deux dans la plupart des organismes. Euh, il y a un effort énorme à faire pour que la technologie puisse être adoptée. Et c'est clairement que comme ça qu'on pourra atteindre certains leviers de performance qui ont été atteints dans d'autres pays, dans d'autres continents. Pas spécialement plus développés que nous d'ailleurs. Mais voilà, il y a une sorte de résilience à l'adoption qu'il faut combattre. Mais je pense que on est bien parti, que la nouvelle génération va porter le changement. Suite à ça, il y a aussi le fait que les cycles sont longs. Pour pouvoir tester et valider une technologie agri, on est obligé d'aller au rythme des plantes. Les cycles sont parfois longs euh, et les délais de paiement aussi d'ailleurs. Donc du coup voilà,
ce qu'on pourrait faire dans d'autres secteurs en 2 ans, au Maroc, il faut le faire en 4 ans. Et dans l'agritech, il faut le faire encore un peu plus longtemps. Donc, il faut vraiment être résilient mentalement, moralement, financièrement. Mais quand une fois que la solution prend, elle prend et l'adoption est importante. Donc voilà, j'invite toutes les personnes à vraiment être résilients. Et s'ils cherchent des quick wins, partez tout de suite. Comme ça, c'est clair. Voilà. Taher, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires que tu voudrais rajouter sur les Ouais, challenges, ben, les défis spécifiques à l'agritech? ouais, en fait, je pense que Amine a mentionné des idées claires et, disons, cruciales, c'est que la résilience. La résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même tous les autres facteurs externes, ils sont contre toi, il faut que tu trouves un moyen pour survivre. Parce qu'en tant que start-up au Maroc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut chercher. Il faut juste survivre. Et celui, en fait, qui survit le plus longtemps possible, il aura, en fait, plus de chances à Inch'Allah, en fait, à voir ce qu'il a travaillé dessus. Donc, ceci étant dit, en fait, l'agriculture, c'est un secteur assez particulier, assez difficile en technologie. Donc, disons-le clairement. Parce que les agriculteurs, ils sont habitués à voir les solutions marcher sur leur terrain avant de décider s'ils vont la payer ou non. Et donc ça, en fait, dans toutes les autres technologies du monde, c'est très rare de voir cela. Si on part chez un industriel et il vous dit, ben, OK, ramenez-moi la machine pour qu'il travaille chez moi et quand je vais voir en fait que le résultat est bon, à ce moment-là, je vais l'acheter. Donc ça se trouve nulle part en fait ce processus-là en fait de voir la solution marcher chez soi avant en fait de décider 100%. Donc ça c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Donc je ne dis pas ça pour vous faire fuir, mais pour la prendre en considération et pour que nos projets à tous en fait prennent cette réalité en considération. Donc la deuxième des choses, c'est que l'agriculture, c'est principalement en fait le rural, c'est principalement en fait disons, pas le manque de conscience, mais donc le manque d'exposition aux technologies. Donc c'est un secteur, comme j'ai dit, c'est un secteur vierge en technologie. Donc celui qui vient le premier, il aura beaucoup de travail pour éduquer le marché. Donc, comme vous le saurez probablement, en fait, en management de l'innovation, parfois, en fait, celui qui vient en deuxième a plus de chances de réussir que celui qui vient en premier, parce que le vrai travail a été fait par le premier, et le deuxième, en fait, trouve déjà un marché qui sait en fait de quoi s'agit-il en termes de technologie. Donc, j'ajouterais, bon, on a en fait mentionné en fait l'élément clé en fait qu'a mentionné Amine, qui est la résilience. Je dirais également passion. Sans que vous ayez en fait une grande passion en fait dans vos projets, vous n'irez nulle part, on n'ira nulle part. Il faut de la passion, de la persévérance, il faut aimer ce que vous faites. Moi, en tant que salarié, j'étais un très bon salarié. Et je travaillais mes 7-8 heures de la journée. Maintenant, en fait, facilement, je travaille 12-14 heures par jour et je le fais par amour. Donc, et je le veux, je vais y continuer. Donc, la patience, c'est un mot, un autre mot clé, en fait, dans cette équation-là de l'agritech. Super. La patience et la passion. Ouais. Fatima, pour toi, quels sont les challenges? C'est tard, c'est Amine قالوا كل شيء, je pense que mais je peux qu'est-ce que je peux ajouter, c'est que on a notre challenge, c'est d'avoir trouvé les compétences clés ou bien des personnes qui sont adaptées, qui peuvent être adaptées à le contexte de la startup marocaine. Donc on a besoin par exemple des compétences qui sera polyvalent. Donc, le contexte de la startup, ce n'est pas comme une entreprise normale ou bien un multinational. Donc, on a besoin des gens qui peuvent qui peuvent travailler sur deux aspects ou bien trois aspects. Donc, la partie de la multitâche et la polyvalence. Et c'est très difficile, surtout au niveau de Maroc, parce qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir éduqué non seulement le marché, mais l'écosystème de la start-up marocaine. Voilà. Ouais. Donc, C'est vrai que la ça, partie c'est de la compétence, oui. Et en même temps, je pense qu'on a besoin de plus d'accélérer. Comment on peut accélérer la solution au niveau de marché? Oui.
Donc, pour l'entreprise ou bien pour le parcours d'une entreprise normale, on peut aller d'une phase à l'autre avec une planification, avec un enchaînement. Mais pour la startup, tu dois travailler sur la partie sur l'adaptation de la technologie, sur l'étude de marché, sur le lancement, sur les compétences de l'équipe et ça se passe en parallèle. Et ça, c'est plus difficile par rapport à la situation normale. Voilà. Clairement, clairement. On vous demande un peu, on vous demande une croissance qui n'existe nulle part sur le marché, avec des ressources plus limitées euh, Oui. et sans financement, sans beaucoup de financement. صبر. Vous êtes les super-héros du moment. Du coup, bah, Tahar, on démarre par toi. Qu'est-ce que t'apporte ta participation à des programmes? Je pense que tous les trois, vous avez participé à plusieurs programmes d'accompagnement, différents formats, différentes durées, différentes structures d'accompagnement. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi? Est-ce que c'est important pour vous en tant qu'entrepreneur et pourquoi? Ouais, en fait, je pense que me concernant, en fait, c'est important, en fait, de participer, en fait, pas tout le temps, mais en fait, de façon, disons, choisie à un certain programme d'incubation pour trois raisons. La première raison, c'est avoir, en fait, un œil critique externe. Donc, notamment, en fait, à Impact Lab, Salma et l'équipe, Elodie, Nora, donc, ils sont très réputés, en fait, dans le domaine. Et me concernant, en fait, parfois, même si, quand je disais que je sais très bien mon business model, j'ai tout décidé parce que je sais qu'est-ce qui est derrière. Mais à un certain moment, en fait, on peut, en fait, vous en souffler, en fait, quelques idées que tu voyais pas. Donc, ça permet, en fait, de parfaire, en fait, ta vue des choses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le fait d'être dans une salle pendant 2 journées, 3 journées, en fait, avec d'autres entrepreneurs, ça permet également, en fait, d'apprendre de leur réussite, de leur échec. Et ces discussions-là, en fait, c'est très nourrissante pour un écosystème, en fait, comme celui des startups. Et finalement, bien sûr, tout ce qui est mis en relation avec le monde extérieur. Donc, que vous ayez déjà, en fait, votre network développé ou non, il n'y aura jamais du mal en fait à l'agrandir davantage. Donc, et en fait, le faire dans ce cadre-là, ça pourrait en fait vous ouvrir en fait des opportunités. Et il l'a déjà fait en fait des personnes que je connaissais déjà ou que je connaissais pas. Et avec à travers ce programme, nous avons en fait des réunions pour faire avancer en fait les discussions. Donc, pour cette première raison-là, en fait, je pense que c'est primordial en fait de participer au programme d'incubation. Merci Tahar pour ton retour. Fatima, qu'est-ce que tu en penses? Le parcours entrepreneurial, c'est un parcours de partage, c'est un parcours d'apprentissage de l'expérience, surtout les expériences des autres entrepreneurs, des autres startups qui ont déjà marqué le marché par que ce soit par le succès, que ce soit par l'échec. Je pense que l'échec, c'est parmi je pense que parfois, on peut apprendre plusieurs choses d'une histoire d'échec, plus que d'une histoire de succès. Et pour moi, la participation, c'est très importante pour l'amélioration de mes compétences entrepreneuriales, d'avoir plus, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème entrepreneurial, sur l'adaptation, comment les autres adaptent la solution par rapport à l'écosystème marocain, par rapport à l'écosystème africain. Euh, Bien sûr, on a des points qu'on peut en mettre en contact par rapport à les autres et ça donne plusieurs choses. Donc, par exemple, Tahar, j'ai toujours appris plusieurs choses par rapport à l'expérience de Tahar, par rapport à Amine, par rapport à Soukaina.
Par exemple, c'est Amine en même temps. Donc, le résultat, j'ai l'expérience, ça donne beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un parcours qui est très, très intéressant, qui est enrichissant. Voilà, Merci Fatima. Et c'est vrai avec que un plaisir. le sujet des connexions entre les startups, c'est vraiment un sujet qu'on sous-estime peut-être au démarrage, mais moi, finalement, avec mon expérience et depuis la presque dizaine d'années là qu'on déploie des programmes, finalement, j'ai trouvé que les collaborations qui pouvaient être créées entre startups, euh, Exactement. c'était vraiment ce qui avait le plus d'impact parce que finalement, mais on n'a pas tous ces délais, on n'a pas tous ces process, on peut faire les choses rapidement et ça peut effectivement être très pertinent au-delà des échanges qu'on peut avoir et qui sont de toute façon très, très enrichissants. Amine, بالآية راه بحال اللي قالت السيدة النائبة البرلمانية راه عنده واحد الكلفة مهمة جدا وكتخفف العبء على. pardon, C'est bon, vous m'entendez là? je pensais que c'était à ton niveau Non, après. non, c'est pas moi là. Euh, alors, donc je ne peux que réitérer ce qu'ont dit mes collègues fondamentaux sur le volet network, sur le volet technicité, sur aussi identifier, challenger. Parce qu'il faut être conscient qu'on a des blind spots et on peut avoir la meilleure idée du monde. Déjà, un, elle est rapidement obsolète et deux, c'est en mettant en concordance différents types de compétences qu'on arrive à vraiment affiner les choses. Donc, il faut constamment rester, à mon sens, dans ce genre de structure où on se repose, on se remet en question et on est challengé. J'aimerais mettre l'accent sur un autre point, sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment sur le volet de coaching. Je pense que c'est important qu'on différencie entre le coaching et le consulting. Le coaching, ça a avant tout on va dire une dimension d'intelligence émotionnelle, de support mental, parce que on n'en parle pas beaucoup. Le mental, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Il faut tenir dans la durée, tenir les échecs, tenir la difficulté, tenir la pression financière, c'est pas simple. Et avoir un bon coach qui est capable d'absorber cette charge, de la transformer, de la renvoyer en énergie positive, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parfois même au-delà de la compétence métier. Donc il y a une chose, il y a consultant, c'est une chose qui peut effectivement débloquer certains sujets techniques. Et coach, c'en est une autre et ça peut, à mon sens, la relation, à mon sens, devient plus profonde dans une relation de coaching et elle dure plus longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles, Selma, tu nous as rencontrés quand on était encore des bébés la première fois à Menez. On a fait le Agri, je ne me rappelle plus du nom du programme. Agritech for Et Morocco. en 3 ans, les sujets qu'on a évoqués, je pense qu'ils ont un petit peu varié. Euh, et heureusement, c'est parce qu'il y a cette connexion profonde avec les différents membres de l'écosystème qu'on peut évoluer, qu'on commence à se faire confiance et, et qu'on se complète. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est primordial à chercher dans un programme, dans un, dans une structure d'accompagnement. Et les personnes sont clés dans ce genre de choses. Donc, capitaliser sur vos relations, c'est ce qui fera la richesse de votre réussite. Oui, finalement, c'est des aventures humaines, en fait, que ce soit avec les personnes de l'équipe qui encadrent le programme ou qui déploient le programme, ou les autres participants, les réseaux autour de ces différentes structures. Donc, effectivement, quand on regarde, quand on regarde et qu'on choisit un programme d'accompagnement, c'est important de savoir qui sont les personnes qui seront impliquées, qui seront les coachs, mais aussi qui seront les autres startups, qui seront les différents partenaires. Et c'est l'élément humain effectivement important à rappeler. Merci, Amine. On va clôturer cette conversation avec une dernière question. C'est vraiment si vous avez une recommandation à faire à un entrepreneur agritech marocain qui se lance, qu'est-ce que vous lui diriez ou qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, vous, il y a 3 4 ans? Fatima, tu veux y aller? أيوة مرحبا. Premièrement, صبر.
Donc, un vrai travail. On a besoin plus vraiment pour la Gaïta au niveau du Maroc, on a besoin vraiment d'un vrai travail. صبر صبر صبر. Et pour pour le Tech for Farmer, n'hésitez pas, vraiment, c'est une vraie opportunité pour moi. أنا مع سلمى à vrai dire وقفت على سلمى بدو بوان ودرت بكلامها بدو بوان وما ندمتش à vrai dire. نقول لكم دابا الله يرحم لك الوالدين. Gentil. Et deuxièmement, peut-être تكون l'occasion ou l'opportunité d'avoir un vrai contact اللي ما يطيحلكش على بالك. Et c'est en même temps on a pris حتى هذه مع Tech for Farmer وعاوتاني كنقول لك سلمى الله يرحم الوالدين. Oui, merci beaucoup, دونك Fatima. n'hésitez pas واستغلوا الفرصة الله يسخر الله يسلموا يا ربي. Merci beaucoup, Fatima. Merci d'avoir été là avec nous et d'avoir échangé. مرحبا على الراس والعين مرحبا. Tahar, tu veux partager Ouais, ton conseil ou tes conseils? ouais, en fait, les conseils, moi aussi, en fait, j'en suis preneur. Donc ce que je peux dire, c'est que euh, essayez en fait de sortir de vos laboratoires en fait le plus tôt possible. Même si vous avez une pseudo-application, une pseudo-solution, ben, allez sur le marché et disez que ça marche à 100%. Et voilà, donc est-ce que vous serez intéressé en fait de l'utiliser? Et quand on vous dit oui, vous récoltez, je sais pas, 5 à 10 oui à ce moment-là en fait que vous développez parce que lorsqu'en fait vous développez vous-même en fait et vous vous basez vos développements sur vos idées à vous-même, souvent vous vous trompez ou vous dépensez beaucoup de temps ou vous développez quelque chose que ne veut pas le marché. Donc cette disons concordance avec ce que vous faites et le marché, c'est très essentiel. Donc ça, c'est la première des choses à dire. Ne restez pas. Si vous développez un software, ben faites le design, faites une maquette interactive sur Figma ou autre et allez en fait à vos clients pour leur dire voici comment ça marche. Est-ce que vous serez intéressé? Si oui, commencez dès le départ à parler du prix. Parce qu'à ce moment-là, vous saurez est-ce que votre solution serait vendable ou non, est-ce qu'il serait rentable ou non. Parce que en fait, au Maroc, en agriculture, on dit souvent que oui, ben, on voudrait bien en fait avoir la technologie, on veut bien avoir le digital, mais c'est au moment en fait de vous envoyer un bon de commande que vous verrez en fait l'information ou la réponse réelle. Donc, essayez en fait d'avoir cette information le plus tôt possible même si c'est un peu prématuré, mais juste le fait de le discuter, ça va vous permettre aussi bien en fait de continuer sur le projet, de l'abandonner ou en fait de s'adapter à cette réalité en fait du marché. Donc ça, c'est la première, la première des choses. Ben, la deuxième des choses, c'est que pensez dès le départ à la grandeur du marché. Donc, c'est pas un conseil, mais c'est un partage d'erreurs que je fais là. C'est que parfois, en fait, on a un ou deux clients en fait qui nous disent, ben, nous serions intéressés par cette idée-là et cette solution-là, et on la développe pour eux. Finalement, en fait, on voit en fait que le marché est très restreint. Donc, on a développé une solution, je sais pas, pour 10 clients, pour 20 clients. Et vu que il y a une grande résistance au changement au Maroc, ou dans le monde agricole en général, on est censé abaisser un peu, en fait, notre marge, le coût de vente, ce qui veut dire que si vous vendez à 20 clients, c'est pas rentable. Il fallait bien, en fait, faire autre chose que de se concentrer sur cela. Donc, on parle là, en fait, de profondeur du marché, de grandeur du marché. Et voilà, même en connaissant certaines choses dans le business, en fait, on s'est loupé sur des trucs. Et donc, pour y remédier, donc, pensez-y dès le départ. Donc, voilà, deux points. Allez sur le marché le plus tôt possible et pensez donc grandeur et la taille du marché et sa profondeur. Super conseil, merci Tahar. Et effectivement, il faut oser aller sur le marché, surtout que aujourd'hui, il y a des startups internationales très agressives qui viennent démarcher les clients localement et qui n'ont pas beaucoup plus que ce que des startups marocaines ont pu développer, mais qui sont beaucoup plus agressifs dans leur démarche commerciale et ça, c'est vrai que ça, c'est un bon apprentissage de se dire, ben, quand j'ai quelque chose, il faut que j'aille vite euh, le montrer et le tester et le déployer sur le marché.
Merci Tahar pour ce partage d'expérience. Amine, pour conclure, Oui, voilà, c'est ça. Je dirais deux points. Sabr, je répète ça hein, parce qu'il n'y a y a rien de plus important. Ce que j'ai déjà fait dit. Sabr. Et le deuxième, prenez votre temps pour construire votre équipe. Ne sautez pas aux conclusions que ça va marcher quand une super discussion, que c'est c'est le cofondeur de ma vie. Euh, les gens changent, c'est normal. Euh, les priorités changent et c'est normal. Donc, quand vous contractualisez, déjà prenez votre temps, 6 mois, un an pour structurer votre équipe. Une fois que c'est fait, contractualisez-le et mettez des objectifs à chacun, tout le temps. Euh, c'est vraiment très très important de pouvoir structurer les choses pour éviter toute injustice, tout décalage d'engagement. Et c'est avant tout ça, c'est ces premiers éléments-là qui sont challengés quand on est devant des investisseurs et quand on est devant. Si on y arrive, parce qu'on peut s'arrêter bien avant. Euh, mais avant tout, il regarde la solidité de l'équipe. Donc prenez votre temps, s'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus destructeur qu'une équipe qui ne s'entend pas bien. Euh, donc voilà, prenez votre temps, structurez-la, pensez-la correctement, faites des tests de personnalité, sérieusement, ça aide énormément. Ne cherchez pas des gens comme vous, cherchez des gens compatibles, mais qui ont le même drive. Et aussi la même éthique et morale. Et voilà, après, tu as الناس إن شاء الله عيطوا لينا. déjà عيطوا لنا effectivement. ولكن نشوف منهم مرحبا. Euh, mais c'est vraiment ce qui est le plus important, trouver les bonnes personnes avec qui avancer, parce que هذا الصبر كامل إلا ما صبرتيش مع الناس اللي متفاهمين معاهم c'est très difficile. Mais ce qui est intéressant, merci Amine pour ce point. Et puis je pense que quelque chose où on a beaucoup de mal, peut-être culturellement, حنا في المغرب, c'est d'avoir des discussions très transparentes, en fait, avec des personnes avec qui on veut développer des partenariats. On a beaucoup de mal à aborder les problèmes potentiels de manière transparente. Et ça, moi, j'encourage tout le monde à, justement, en discutant avec ses membres d'équipe ou avec des cofondateurs potentiels, à avoir des discussions de manière très franche et très transparente. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi les lignes rouges qui feraient que ça ne marcherait pas? Voilà, qu'est-ce que chacun apporte à la table, etc. Et je pense que c'est des discussions à avoir et à avoir de manière régulière et comme disait Amine, formaliser, vraiment à formaliser. Wacha sahbek, wacha khak, wacha liked, il faut avoir un pack d'actionnaires qui, qui cadre bien les choses et qui vous permettent de retourner à l'essence même du partenariat que vous avez défini au départ. Merci à tous les trois vraiment pour vos partages, c'était hyper intéressant. Euh, et on vous souhaite à tous les trois, beaucoup de succès. On est heureux de continuer à vous accompagner sur les prochaines étapes de développement. On a hâte de voir votre impact. Merci à tous les trois. Je Merci, Sarah. ouvrir la, je vais ouvrir, je vais laisser les participants poser des questions. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Pour rappel, donc l'appel à candidature pour la deuxième cohorte du programme Tech for Farmers est ouvert jusqu'au 8 décembre 2024. Si vous scannez ce code, vous allez pouvoir arriver au site qui détaille le programme, où vous trouverez vraiment les différentes réponses à vos questions, les informations qu'on a partagées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Et voilà, on est encore disponible quelques minutes. Je reviens sur le calendrier peut-être pour que vous ayez une idée. Mais on est disponible encore quelques minutes pour répondre à des questions
S'il y a des choses qui sont pas claires par rapport au programme ou au processus de candidature, vous pouvez soit écrire votre question sur le chat, soit prendre la parole et activer votre micro et poser la question directement. Donc, vous avez le lien qui a été partagé sur le chat, le lien du site Tech for Farmers. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de scanner le QR code. Est-ce qu'on a des questions? Bon, apparemment, tout était très clair. Donc, je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette conversation, cette présentation, et on a hâte de lire vos candidatures sur les prochaines semaines. Merci à tous et excellente soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye.